Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va continuer notre développement sur la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. On n'a plus que 60 séances qui ont été faites sur ce sujet-là. Et on a des bons commentaires, des gens qui nous rendent des bons témoignages concernant ces études-là, ça leur ouvre les yeux. Des fois, au moins, ça amène des questions, mais bonne chose, on a des réponses. Donc, on va continuer à parler des mammouths, même on va parler du petit mammouth qu'on voit là entre les deux, entre le papa mammouth, entre le papoute et le mammouth. Le papoute et le mammouth. L'ère glaciaire, on avait terminé avec ça la dernière fois. Les mammouths semblent avoir été fossilisés et conservés dans la glace. Tandis que tous les dinosaures semblent avoir été fossilisés dans la boue. Leur conservation par le froid donne définitivement l'impression qu'ils datent d'une autre ère que celle des dinosaures, mais les deux types d'animaux sont en fait les victimes de manière différente du déluge global apporté par le jugement de Dieu. Un étant fossilisé dans des amas de vase et de boue, c'est-à-dire les dinosaures, tandis que l'autre étant fossilisé dans la glace et dans ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire les mammouths. Donc, ce qui arrivait, c'est que les mammouths vivaient à un endroit, les dinosaures et les gros dinosaures à un autre endroit. Ça ne veut pas dire nécessairement sur la vaste étendue de la Terre, il y avait plus de terre avant qu'on en a maintenant. Maintenant, c'est 70% d'eau, mais avant que toute l'eau du déluge soit là, il y avait plus d'étendue de terre. Ça ne veut pas dire qu'ils vivaient au même endroit, là. Partager les territoires. Donc, nos méthodes de préservation d'aujourd'hui afin de surgeler les aliments, c'est-à-dire environ vers moins 30 degrés Celsius, incluant les viandes, ne pourraient pas arriver à faire congeler un éléphant en entier au point où son dernier repas n'aurait pas eu le temps d'être digéré parce que, souvenez-vous, on retrouvait des fleurs tropicales prises dans les dents des mammouths et pas indigérées dans leur estomac. C'est ce qu'on a trouvé. Par le temps où l'extérieur, si on mettait ça à moins 30, par le temps où l'extérieur commencerait à geler, l'intérieur commencerait déjà à se détériorer en pourriture. Fait intéressant à noter. Trouver un mammouth dans la région de la Sibérie peut être une activité tellement courante que généralement, ça n'attire plus l'attention et ne représente pas une grande découverte. Tu creuses un champ, tu trouves des squelettes, aussi des défenses de mammouth, c'est régulier. La quantité est si phénoménale que la communauté scientifique n'y porte plus attention. Certains habitants de ces régions confirment avoir déjà consommé de la chair de mammouth découverte dans le pergélisol, donc ce qu'on appelle le permafrost. Et regardez les défenses de cette bête, de ce pachyderme. Elles sont beaucoup plus longues que celles de nos éléphants d'Afrique, qui ont des longues défenses, mais beaucoup, là, c'est comme 3-4 fois la même dimension. Donc, c'est ce que ça nous donnerait un indice sur la croissance des os, que les mammouths vivaient plus longtemps dans leur période que nos éléphants d'aujourd'hui, probablement. Donc, ils essaient par des techniques. Aujourd'hui, ils en parlent de ramener le mammouth, donc un animal extinct, à travers l'insémination artificielle, puis les travaux qu'ils font avec l'ADN, à travers l'insémination artificielle d'une éléphante de l'Inde, donc d'Indonésie ou peu importe. Le secondaire glaciaire serait toujours lié aux effets secondaires du déluge d'eau, mais serait arrivé après celui-ci. Ainsi donc, la première ère glaciaire, étant un résultat directement lié au moment du déluge d'eau, aurait été concentrée sous forme de glace tellement intensément froide que dans sa grande quantité et dans sa grande masse, elle n'aurait même pas fondu en pénétrant l'atmosphère terrestre et via un magnétisme, se serait strictement logé vers les pôles de la Terre. Donc, on vous a montré ça la semaine passée, que la glace a un froid, le zéro absolu, elle devient magnétique. Donc elle serait logée vers les pôles. Donc, on est toujours dans une théorie créationniste. L'impact du corps de cette comète serait responsable d'avoir fendu la croûte terrestre, ce qui aurait libéré les eaux d'en bas, qui se trouvaient emprisonnés sous la croûte terrestre. Vous vous souvenez, le déluge, c'est des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Donc, c'est les conjointement que ça a fait le déluge. De plus, l'impact pourrait être la raison pour laquelle l'axe de la Terre n'est pas parfaitement droit
et la raison pour laquelle la Terre tourne aujourd'hui sur un angle d'axe de rotation de 23,5 degrés. Donc, l'impact aurait pu faire, donc la Terre était probablement très droite, et l'impact aurait pu faire en sorte que la Terre, maintenant là, ce penchant qui crée les saisons qu'on a aujourd'hui, faire en sorte que c'est pas tropical partout comme c'était à l'époque. Donc, ainsi, dans ce monde post-diluvien, cette inclinaison de la Terre qui n'est pas perpendiculaire au plan de son orbite fait opposition au climat jadis subtropical et cause les saisons chaudes et froides au fil de sa révolution autour du Soleil. Et comme on vous a montré la semaine passée, on trouve des souches d'arbres dans le Grand Nord, qui étaient des arbres qui étaient vraiment des arbres du sud, des régions très chaudes. Des climats chauds, en fait. Donc maintenant, on passe à la deuxième ère glaciaire. Donc selon le créationniste, selon les évolutionnistes, il y en a eu des dizaines, pour pas dire des milliers, mais selon les créationnistes, il y a eu deux ères glaciaires. Donc la première ayant eu lieu au même moment que le déluge, avec les pôles magnétiques, avec la glace qui s'est logée là, ce qui fait qu'on a des amas de glace dans des eaux, donc des icebergs, des amas de glace dans des d'eau douce, dans des mers d'eau salée, dans les pôles. D'où ça vient d'où, ça? Deuxième ère glaciaire, suite au retrait massif et rapide des eaux du déluge, la croûte terrestre ayant subi de violentes transformations, telles que l'élévation de nouvelles montagnes. Il y avait déjà des montagnes avant le déluge, mais lorsque l'assèchement de la croûte terrestre, ça a créé de nouvelles montagnes, l'apparition de fentes et de failles dans la croûte, etc. Donc, on voit l'Himalaya, là, qui est comme une grande fente qui s'est faite, mais on voit aussi une fente qui s'est fait, comme on dirait, comme des montagnes, mais dans les océans, une grande fente qui s'est fait là. Probablement que, l'impact de la comète aurait fendu la Terre et l'autre, à l'assèchement de ces montagnes-là, se serait formé. Il est fort probable que pendant plusieurs années, la Terre a dû s'ajuster à cette nouvelle réalité qui était post-diluvienne. Dans la guérison terrestre, il y a probablement eu des fréquents séismes ainsi que des éruptions volcaniques. Il s'agirait d'une période d'adaptation et de restauration à l'échelle planétaire liée au traumatisme imposé par le déluge et à cette nouvelle réalité climatique qui était une réalité maintenant post-diluvienne. Autrement dit, la Terre se devait de faire peau neuve. Il s'est passé un grand désastre, la Terre va s'en remettre, mais ça prend un certain temps, puis il y a certaines choses qui vont se passer. Donc, les croûtes terrestres ayant été fendues, des volcans, autant des volcans de poussière volcanique, autant que des volcans de lave. Donc, c'est deux types de volcans différents. Les éruptions volcaniques étant temporairement plus fréquentes à une échelle plus globale, celles-ci laisseront certainement des COV, des composés organiques volatiles, en suspension dans l'atmosphère. Donc, ces composés organiques volatiles limiteront ainsi les effets calorifiques du Soleil. Donc, des fois, on parle de réchauffement de la planète, on pense que ce qu'on fait, ce qu'on utilise ou ce qu'on fait, que tout chauffe autour de nous, ben, ça réchauffe la planète. Ben, même les volcans n'arrivent pas, en éruption, n'arrivent pas à réchauffer la planète. Au contraire, ça la refroidit. On va expliquer pourquoi. Les données sur les éruptions des dernières années révèlent qu'une seule éruption peut provoquer un refroidissement global et ou régional d'environ entre 1,5 à 2,5 degrés Celsius, soit 1 à 4,5 degrés Fahrenheit pendant plusieurs années. Certaines éruptions survenues pendant la période glaciaire post-déluge ont été bien plus importantes que celles survenues à notre époque historique. On estime que la grande éruption du volcan Toba en Sumatra a refroidi le climat mondial de 3,5 degrés Celsius, soit 6,3 Fahrenheit, pendant 9 à 10 ans. À la suite de ces éruptions autant terrestres et probablement bien plus sous-marines, la Terre se serait refroidie beaucoup plus rapidement que les océans. Parce qu'elle continuait à avoir éventuellement des éruptions dans l'eau. C'est encore le cas, d'ailleurs. Les océans auraient perdu leur chaleur principalement par l'évaporation, qui est une façon de perdre sa chaleur. Pourquoi il y a des évaporateurs sur les frigos, d'ailleurs. Donc, la Terre froide et les océans chauds auraient créé les conditions idéales pour une ère glaciaire rapide. Donc, la Terre froide et les océans chauds auraient créé les conditions idéales pour une ère glaciaire rapide. On est toujours dans la deuxième ère
glaciaire. Pas celle qui a enseveli les mammouths, mais l'autre. Suivez-moi. L'évaporation liée à la température de la surface de la mer par les océans chauds a fourni donc beaucoup de nuages, beaucoup d'évaporation, a fourni l'humidité abondante et indispensable à la période glaciaire. Après le déluge, les températures de l'océan ont dû être beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui, principalement en raison de l'énorme activité volcanique qui a eu lieu pendant et à suite du déluge dans les océans. Donc, ça crée plus de vapeur en subsistant, plus de vapeur en subsistant, plus de nuages dans un monde plus froid, ben éventuellement, il va y avoir de la neige. L'immense quantité de vapeur relâchée dans un et aussi le fait que les volcans étant en éruption, ça crée des composés organiques volatiles qui cachent les lumières, qui couvrent la possibilité de la pénétration de la lumière du soleil. Donc, ça crée un monde plus froid. Donc, on va avoir beaucoup de neige qui va tomber pendant un certain temps. Donc, l'immense quantité de vapeur relâchée dans un ciel froid a définitivement dû se transformer en de grandes tempêtes d'accumulation massive de neige. Donc, cette vapeur-là retombe au ciel sous forme de neige qui aurait déversé leur charge sur le sol terrestre où de grandes calottes glaciaires se seraient ainsi formées. Ça fait du sens? La théorie, elle se tient, ça fait du sens? Il y a de la science là, dans ce qu'on explique. Là. Il y a de la théorie, il y a du bon sens. Là. Les latitudes plus basses ont également connu un taux de précipitation plus élevé pendant cette période, exprimé par des précipitations beaucoup plus abondantes, y compris que dans des zones qui sont aujourd'hui extrêmement sèches. Donc, ça ne fait pas de différence. L'ère glaciaire a duré jusqu'à ce que les océans se refroidissent et que le volcanisme post-déluge diminue, après quoi ça a pris fin. Donc, on voit un petit peu là, le phénomène, là, comment ça s'est passé. Là. Donc, la chaleur qui est au-dessus, le froid en bas, l'évaporation, etc., etc. Les scientifiques créationnistes estiment que cette ère glaciaire aurait duré environ 700 ans, dont 500 ans pour se former et 200 pour s'estomper. Tel que proposé par les théoriciens de l'évolution, il ne faut pas compter 40 000 ans ou 100 000 ans pour que se forme une ère glaciaire. Ça ferait aucun sens. Ça serait beaucoup trop de temps. Ça ferait une période raccourcie pour que ça arrive. Ça arriverait, ça n'a pas de sens. En ce qui concerne le volcanisme, les pseudo-scientifiques évolutionnistes reconnaissent que les grands volcans refroidissent le climat pendant plusieurs années. C'est un fait connu, c'est scientifique, c'est observable. Si ces volcans de l'ère glaciaire s'étalaient sur des dizaines de milliers d'années ou plus, comme eux autres le disent, chaque éruption volcanique aurait un effet insignifiant sur le refroidissement à long terme. Donc, si c'est un volcan qui part, après ça, ben, ça prend 1000 ans avec qu'il y en ait un autre, puis 500 ans un autre, puis, tu sais, à un moment donné, c'est pas significatif, il y a trop de temps qui s'échelonne entre chaque volcan. Puis si tous ces volcans-là t'offrent pendant 10 000 ans, mais ça fait plus de sens non plus. Le climat, il y a pas de vie, il n'y a rien qui se crée là. Ça serait même inconcevable. Cependant, si nous regroupons toutes ces éruptions volcaniques sur quelques centaines d'années, le volcanisme fournit le puissant mécanisme de refroidissement de la glaciaire. Là, ça fonctionne. La courte échelle de temps définie par le modèle biblique n'est pas une question secondaire, mais il s'agit de la clé pour résoudre ce qui est resté un mystère pour ces pseudo-scientifiques évolutionnistes au cours du dernier siècle. Hein. Ils s'astinent, s'argumentent encore à savoir l'ère glaciaire, les aires glaciaires, comment ça s'est passé vraiment. Et ils n'ont aucun consensus, personne ne s'entend. Mais si on regarde le modèle biblique, ce que ça nous offre, on arrive à quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Encore une fois, si les évolutionnistes disent que le modèle biblique fait du sens, ben, ils sont obligés de dire que la Bible a raison. S'ils disent que la Bible a raison, ils sont obligés de dire qu'un Dieu existe. Si un Dieu existe, on a des comptes à rendre. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est ce qu'ils refusent de faire. Et c'est pourquoi les Écritures nous enseignent que ça nous dit, et que Pierre dit que dans le temps de la fin, les temps qu'on vit aujourd'hui, les gens seront volontairement ignorants du fait qu'il y avait un monde avant versus le monde d'aujourd'hui, parlant du monde prédiluvien versus le monde post-diluvien. Puis ils vont ignorer qu'il y a déjà eu un jugement de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir dire, hey, tout est comme avant, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui a changé. Ben non, tout a changé. Avant, il y avait un monde prédiluvien. Maintenant, dans un monde post-diluvien, c'est le signe qu'il y a déjà eu un jugement. On voit les évidences qu'il y a eu un déluge.
Et c'est le signe qu'il y aura un autre jugement à venir. Donc, Dieu est là, Dieu est grand, et on a besoin de sa grâce pour et de venir à Jésus-Christ pour être sauvé de la colère de Dieu. Ouais, c'est ça. Dieu voulant. À la semaine prochaine.